présente, je suis Luc Valravins. Donc, je suis responsable des problématiques eau et industrie au sein du pôle de compétitivité de l'eau. Je vais revenir. Donc, le pôle Hydreos, c'est le pôle de compétitivité du Grand Est. Donc, on s'occupe du quart nord-est de la France. On a on propose plusieurs services, donc notamment la dynamisation d'un réseau avec les acteurs de la filière de l'eau. On accompagne au montage de projets et la recherche de financement, tout ça dans le but de développer l'innovation dans la filière de l'eau, mais aussi la compétitivité du territoire. On propose aussi une veille et des informations de marché, et on développe on aide nos adhérents. Donc aujourd'hui, on a plus de 170 adhérents, et on peut les aider à se développer à l'international. Donc on a plus de 30 événements par an, qu'on fait avec plusieurs partenaires. Donc, on a notamment nos plus grands partenaires sont la région Grand Est, le Métropole du Grand Nancy et l'Eurométropole de Strasbourg. Aujourd'hui, ce webinaire est organisé en partenariat avec l'Agence de l'eau Rhin-Meuse. Et depuis 2010, on a financé plus de 71 projets à hauteur de 92 millions d'euros. Donc, les événements Hydreos en 2023. En octobre, on va avoir la journée technique eau et industrie, qui permettront aux industriels de rencontrer des acteurs et des décideurs de la filière de l'eau, que ce soit à un niveau national ou à un niveau international. On aura notamment l'Adréal, qui viendra faire un point sur la réglementation, mais aussi Water Europe, qui permettra aux participants de cette journée technique d'avoir un petit peu de vision sur ce qui est en train de se décider au niveau européen. On organise aussi des conférences, donc comme la conférence eau et changement climatique. On est présent sur plusieurs salons. On sera présent sur le salon Polytech, le salon à l'envers qui est à Thionville, et le salon BI 4.0 à Mulhouse. On verra après, on organise notre événement phare du 24 au 26 novembre afin de dynamiser l'innovation dans cette filière. Et ça, je laisserai Sophie en parler. Pardon. Et ensuite, on aura une journée technique eau et territoire qui est destinée plus au territoire et à leurs problématiques. Donc un peu sur la même base que la JT, la journée technique eau et industrie qu'on présente en octobre. Alors, on va vous présenter, Sophie va nous présenter l'hackathon. Merci Luc. Bonjour à tous. Donc effectivement, juste 2 mots sur l'hackathon. Donc, je ne sais pas si vous êtes familier, mais en fait, les hackathons, c'est des marathons d'innovation. En fait, on va rassembler pendant tout un week-end alors, ça peut être entreprises, étudiants, collectivités, autour du sujet de l'eau. Donc, le sujet principal de l'hackathon, c'est l'eau et le changement climatique. Donc, l'idée, c'est il y a des projets par rapport à... Ah, ça doit pas être la bonne diapo. C'est de créer des équipes. Donc, si vous avez une idée de projet, que ce soit pour votre entreprise ou à titre personnel, vous pouvez avoir envie de développer un projet dans le cadre de cet hackathon. Vous pouvez le déposer. Donc, le site de l'hackathon est tout simple, hein, c'est hackathon.fr. Déjà, vous pourrez trouver les idées de projets qui ont déjà été mis en ligne. Et puis, vous pouvez aussi vous déposer une idée de projet et être porteur de ce projet. Et pendant ces 48 heures, on constituera avec vous une équipe autour de vous avec pluridisciplinaire en fonction des disciplines dont il y a besoin pour avancer sur le projet. Et puis, une réflexion autour de ce projet pendant ces 48 heures, avec également des coachs spécialisés dans le domaine de l'eau, dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de l'innovation, qui seront là aussi pour conseiller les équipes pour pouvoir avancer. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous si ce concept vous intéresse pour en savoir plus et si vous souhaitez poser un projet. Voilà. Merci beaucoup, Sophie. Donc, on va laisser la parole à Madame Conius pour Agria.
Et je souhaite inviter tous les participants, donc on ne va pas faire de questions-réponses à la fin. Posez vos questions dans le chat et on y répondra par une publication à la suite de ce webinaire. Donc n'hésitez pas à poser vos questions dans la conversation sur la réunion. Et donc je vous laisse la parole, Madame Conus. Merci Luc. Alors, moi je vais vous présenter déjà Agria Grand Est dans un premier temps et puis ensuite je ferai un petit zoom sur une étude que l'on a menée justement avec Hydreos et qui a été financée aussi par l'agence Rambus. Alors, Agria Grand Est, qu'est-ce que c'est? C'est une structure qui a plus de 30 ans d'expertise et d'innovation, qui a été fondée en 1986 par des entreprises agroalimentaires, des organismes de recherche de Lorraine. On est basé sur le site de Brabois, pour ceux qui connaissent notre région. On est à la fois un CRIT et une ARIA, donc un centre de recherche, d'innovation et de transfert de technologie. Et une ARIA, une agence régionale pour les industries alimentaires. On est porté par la région et en fait, on est constitué d'une équipe d'experts pluridisciplinaires dans différentes thématiques que l'on va voir juste après. Alors, nos missions, c'est de promouvoir l'innovation en partenariat avec les acteurs économiques, scientifiques et agricoles, de favoriser l'émergence et la réussite des projets individuels et collectifs concourant au développement économique et technologique de la filière. On parle vraiment d'acteurs de la bioéconomie du Grand Est, de sensibiliser, d'inciter, informer, accompagner les entreprises agroalimentaires et aussi agro-ressources dans leurs projets. On va participer à la valorisation et à l'optimisation des transferts de résultats de la recherche et développer les relations entre les industriels et les universitaires. Alors, ensuite, si on parle de nos métiers à proprement parler, on fait de l'animation, de la promotion de l'innovation. Ça va passer par de l'animation de sites web, la rédaction de bulletins de veille, de newsletters, d'organisation de réunions d'information, de journées techniques à l'instar d'Hydreos, qui a été les événements qui viennent d'être présentés par Luc. On va également organiser des concours de l'innovation, Innovana et Innoval, dont le concours a été fait là dernièrement. Il y a eu la remise des prix à la Foire de Châlons. On va réaliser des veilles et des études économiques, techniques et réglementaires, des formations. On va aussi mener à bien des diagnostics et des audits. Et on va surtout faire, en fait, notre métier principal, c'est de l'ingénierie et de l'accompagnement de projets individuels et collectifs pour les entreprises, mais aussi les collectivités territoriales dans le cadre de projets européens, type Interreg pour ceux qui connaissent. Cet aspect regroupe la mise en relation de partenaires, le montage administratif des dossiers, l'ingénierie financière, la coordination, le suivi des projets. En fait, on fait tout de A à Z. Voilà. L'animation, c'est la promotion de l'innovation, c'est vraiment notre cœur de métier, au travers des journées techniques, des webinaires, des clubs qualité. Alors, ils ont différents noms, mais en réalité, c'est des événements soit de façon digitale, soit en présentiel. Tout ça dans le but de mettre en relation les différents acteurs du marché. On fait de la veille économique, technique, réglementaire et sanitaire. Voilà ce que je peux vous dire, c'est de façon un peu claire. On est aussi animateur du collectif Speralim, donc qui est le guichet unique de l'agroalimentaire dans le Grand Est, pour l'emploi notamment. Donc, si vous voulez, on va recenser l'ensemble des offres d'emploi du Grand Est pour la filière agroalimentaire. Donc, les entreprises vont nous les déposer. Et on va aussi mettre en lien comme ça les demandes, que ce soit des étudiants ou des demandeurs d'emploi spécifiquement dans la filière agroalimentaire. Speralim, ça nous sert également afin de promouvoir les haltes technologiques que l'on a sur notre bassin, qui sont notamment... par exemple, il y a la technologie de l'ENSAIA, de Pixerico et autres. Voilà. Je vous ai dit qu'on faisait de la formation. Donc oui, on est référencé Calliope, ce qui permet aussi aux entreprises de bénéficier de financement public lorsqu'ils font appel à nous. On fait tout ce qui est diagnostic également. Pardon? On va faire tout ce qui est diagnostic industriel, diagnostic ingénierie. Donc, ça va passer notamment, pour ceux qui connaissent, tout ce qui va être diagnostic éco-conception, éco-flux, amorçage industriel, qui sont portés par BPI France.
et ce qui va être audit interne, et puis donc sur l'ensemble des référentiels qui peuvent toucher de près ou de loin l'agroalimentaire, les analyses de cycle de vie qui sont aujourd'hui aussi très importantes dans tout ce qui va être transition écologique. On fait de l'ingénierie, donc comme je vous l'ai dit, accompagnement de projets individuels et collectifs, avec l'ingénierie financière qui va également derrière, en s'appuyant aussi sur des acteurs de notre territoire. On fait une offre en fait qui s'articule autour de 5 axes, mais c'est surtout elle est sur mesure. Elle est proposée à nos adhérents, mais aussi aux entreprises qui ne sont non adhérentes. D'ailleurs, qu'on invite à nous rejoindre. Les thématiques, ça va être de l'innovation et de la recherche du développement, tout ce qui va être lié à la performance industrielle, tout ce qui va être qualité, hygiène, sécurité, environnement et réglementaire, dans lequel on va inclure également tout l'aspect environnemental, le dynamisme commercial et la communication, et puis l'attractivité des métiers et des formations des équipes. Voilà pour la présentation d'Agria. Alors, je vais vous parler un peu plus de façon zoomée, comme je vous l'ai dit, sur l'étude qui a été menée avec Hydreos et qui a été financée notamment par l'Agence de l'eau Rhin-Meuse. Donc, c'est une étude sur les pratiques et la maturité des entreprises vis-à-vis de la gestion de l'eau en IA. C'est une étude qui a été menée au début 2021. Alors, donc Agria, Grand Est et Hydreos ont décidé d'associer leurs compétences donc, pour porter cette étude-là sur les enjeux de l'eau en industrie agroalimentaire. Je vous expliquerai un petit peu le contexte dans la diapo d'après. En fait, dans certaines situations, l'entreprise elle peut être confrontée à une impasse technico-économique par rapport à des solutions traditionnelles de traitement des rejets, notamment quand on fait corréler le coût d'investissement et le fonctionnement trop élevé, par exemple. Donc cela, pour nous, ça peut être vraiment l'occasion de transformer une contrainte en opportunité en prenant la voie de l'innovation. C'est des leviers que les entreprises peuvent activer. Donc l'agence Rhin-Meuse, elle peut accompagner les entreprises aussi de façon individuelle pour tester des solutions innovantes dans la perspective de procéder à des sauts de technologie qui peuvent permettre à ces solutions nouvelles de voir le jour. Alors, les objectifs de l'étude, notamment, dans un premier temps, c'était de comprendre, ensuite d'analyser et de diffuser. Comme vous le voyez, elle s'est faite sur plusieurs années, cette étude-là. Pendant quelques mois, on a fait une enquête dans le but sur la gestion de l'eau dans les industries agroalimentaires, toujours sur notre territoire Grand Est, dans le but vraiment d'apporter une vision de la situation du secteur agroalimentaire vis-à-vis de la gestion de l'eau. Ensuite, on a fait l'analyse de ces résultats afin d'identifier les bonnes pratiques et les points de progrès potentiels. Donc, concrètement, ça s'est traduit par réaliser des diagnostics de technologies utilisées, donc au travers de visites des sites industriels. On a rencontré beaucoup d'entreprises, des entreprises qui seront aussi mentionnées dans le guide dont je vais vous parler après. Et ensuite, donc, il y a eu la diffusion de ces résultats. Donc, c'est l'objectif final, c'était de diffuser les bonnes pratiques et d'ouvrir sur les options de technologie les plus performantes. Donc, on a rédigé un guide avec des fiches opérationnelles et on a organisé aussi des ateliers thématiques au travers également d'une journée technique. Donc, le fameux guide, le voici. C'est le guide opérationnel des bonnes pratiques et des pistes d'innovation. Vous pouvez les retrouver sur les sites internet, notamment celui d'Agria. Je pense qu'il est aussi accessible sur le site d'Hydreos. Et puis, si vous en avez besoin, on vous l'envoyer. Donc, en fait, ce guide-là, c'est 23 fiches qui représentent différentes choses, donc dans le tableau de présentation de la bonne pratique ou de la technologie, le bilan des points de vue positifs et l'investissement en fonctionnement du point de vue environnemental, technico-économique et réglementaire. Les démarches associées, les prérequis, les limites pour la mise en œuvre de la pratique. Et puis, il y a toujours un retour d'expérience d'un site que l'on a rencontré, donc voilà, qui explique sa démarche et les solutions et les innovations associées à la pratique et la technologie. En fait, tout ça, ça a été fait dans un contexte de pression hydrique croissante sur le milieu aquatique.
Donc, ce guide opérationnel, comme je vous l'ai dit, il est présenté sous forme de fiche. Il vise à présenter les améliorations possibles en vue d'une gestion durable de l'eau au sein des sites industriels agroalimentaires, pour le coup. Il s'agit ainsi de diffuser les bonnes pratiques, les options technologiques les plus performantes d'un point de vue environnemental, technico-économique, en intégrant une dimension sur l'innovation. Voilà, petite parenthèse, il y a 25 sites industriels qui ont été vus dans le cadre de cette étude et de différentes tailles également. Alors, si on peut faire un petit zoom sur sa fiche, je vous ai pris la première fiche. Donc, je ne sais pas si on peut la voir. Voilà. Alors, la première fiche, donc, c'est mettre en place un management de l'eau avec un plan d'action et des objectifs chiffrés. On va retrouver la thématique. L'objectif, donc structurer et planifier un programme d'action visant à réduire la consommation en eau et améliorer la qualité des rejets. Ensuite, vous allez retrouver tout ce qui va être méthode. Donc, il y a des petits liens également. Vous voyez, par exemple, pour l'eau, on parle aussi de pilotage de l'eau. Typiquement, ce qui peut s'inscrire aussi dans une démarche de certification type ISO 14001 ou 50001. Mais pas que, hein, on n'est pas obligé, bien heureusement, d'être certifié pour faire du pilotage de l'eau. Ensuite, vous allez retrouver un petit onglet sur les prérequis et les démarches associées qui sont reliés avec d'autres fiches du guide. Le positionnement par rapport au référentiel IED, donc c'est tout ce qui va être aussi un petit zoom voilà, presque réglementaire entre guillemets. Le bilan des points positifs que l'on a recensés. Donc, vous voyez, les icônes correspondent aux points environnementaux, technico-économiques ou réglementaires. Les démarches associées, les prérequis et les limites. Voilà. Et puis, à la fin, comme je vous avais dit, un retour d'expérience. Donc là, on parle de l'entreprise Eurial Ultra Frais, donc, qui intègre la gestion de l'eau dans son plan d'action environnementale. Eux, ils ont été certifiés, ils sont certifiés 14001. Voilà, je vous laisserai regarder et jeter un œil si ça vous intéresse. Je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui. Mais voilà, leur retour d'expérience, il est en plusieurs points, avec l'intégration de la gestion de l'eau au sein d'un système de management environnemental, la création de postes dédiés à l'amélioration continue, la gestion de l'eau et des énergies, et de l'importance de bien penser aussi les objectifs en cohérence avec les spécifiques du site et surtout la stratégie d'entreprise. Et ensuite, comme je vous l'avais dit, le dernier point, c'est les solutions et les innovations qui sont proposées et dans lesquelles, notamment, pour le coup, je vous ai cité tout à l'heure un diagnostic qui est porté par BPI France, qui est le diagnostic Ecoflux qu'on peut voir sur la fiche numéro 1. Voilà. Après, il n'y a pas de souci, on reste à disposition si vous avez besoin de plus d'explications. Voilà pour moi. Merci. Merci beaucoup, Julie. On va passer à la présentation de Coldep par Monsieur Baru. Bonjour, Bertrand Baru. D'abord, je tiens à remercier Hydros de nous donner l'opportunité de présenter Coldep. Voilà, du coup, moi, je suis en charge de toute la partie recherche-développement. Je fais partie des cofondateurs de la société. Et voilà, je veux bien, c'est vous qui allez gérer les slides, donc je veux bien la slide suivante, s'il vous plaît. Voilà, donc en gros, Coldep, c'est une société qui a été créée en 2012. Par deux chercheurs, on va dire, c'est deux chercheurs qui ont, on va dire, déposé le brevet au départ, sur lequel moi j'ai participé. Et ensuite, on a créé ça avec mon associé, donc il y a maintenant un peu plus de 10 ans. L'objectif, c'était de développer et commercialiser une technologie innovante qu'on a mise sur le marché. Au départ, on l'a fait pour le secteur de l'aquaculture, parce que historiquement, on était issu de ce domaine-là, donc élevage de poissons, crevettes et coquillages, etc.
Et en fait, très vite, on s'est rendu compte du potentiel de la techno qui est multifonctionnelle et on s'est dirigé vers l'industrie. Slide suivante. Voilà, et donc en fait, rapidement, donc le brevet en fait porte sur l'innovation technologique du procédé qui consiste en un airlift sous vide en dynamique. Et donc le fait de ce qu'on appelle l'élévation, c'est le fait de mettre en sous vide en fait les fluents qu'on traite, et le vide ayant pour intérêt d'améliorer toutes les fonctions du procédé, à savoir la partie hydraulique, transport hydraulique, la partie de transfert de matière, notamment échange gazeux, et la partie qui nous intéressera le plus, qui est la partie de flottation sous vide. Ensuite, on va injecter en fait de l'air sous forme de nanobulles ou de microbulles, permettant soit de mettre en mouvement en fait tout ce qui va être hydraulique, donc l'eau en général ou les fluents de manière générale, oui. Et après, derrière, on va avoir l'intérêt d'un échange gaz liquide pour les transferts de gaz et les rééquilibrages. Et enfin, les bulles ayant l'intérêt en flottation de capter des particules en suspension ou une partie de la matière organique dissoute, on peut les piéger dans une mousse qu'on va extraire, qui est aussi appelée gâteau dans certains cas, et qui permet de clarifier les fluents. C'est donc la partie flottation. Et tout ça, on le fait avec une régulation très précise et pointue qu'on a développée après toutes ces années d'industrialisation, permettant d'avoir une performance maximale en fait de la clarification des fluents tout en minimisant les coûts énergétiques. Je veux bien la slide suivante. Voilà, donc bon, après, on a des schémas enfin, une petite animation qui présente le principe. Voilà, mais bon, là, c'est sur un système plus en batch, mais on travaille en fait soit en batch, soit en continu. Ça dépend de l'application sur laquelle on travaille. Ça dépend du contexte d'installation, etc., etc. Je suis bien à la slide suivante. Oui, bon, voilà. Oui, ça explique un peu les éléments. Voilà, donc j'ai dit multifonctionnel. Donc on a vraiment ces trois fonctions de circulation hydraulique, d'extraction de particules et de rééquilibrage des gaz, dégazage, dissolution. Donc d'une manière générale, nous on a développé la techno de façon purement physique, donc c'est-à-dire sans ajout de chimie, de coagulants, de flocculants qu'on peut retrouver dans les flottateurs classiques en industrie. On était plus, nous, en aquaculture, comparé à des écumeurs, si ça vous parle, ou à des protein skimmers en anglais. Bon, alors quand on est arrivé en industrie, on a été confronté à des effluents qui étaient bien plus complexes à gérer, bien plus chargés d'une manière générale, des CO, des BO, matières en suspension, donc on a dû s'adapter. Donc ça fait partie du développement qu'on a mis en place plus récemment. Et donc on a effectivement introduit les coagulants flocculants, optimisés au niveau de leur injection pour permettre des performances maximales de clarification. Donc l'intérêt de faire tout ça sous vide par rapport à un flottateur classique, c'est que d'une manière générale, le vide par définition va de lui-même forcer la flottabilité de nombreuses particules en suspension ou organismes vivants comme des bactéries qui contiennent d'elles-mêmes des microbules de gaz qui vont s'expandre avec le vide. Et donc, elles vont flotter naturellement. Et nous, en fait, on va, en utilisant la flottation sous vide, on va accélérer et augmenter l'efficacité et les performances de clarification, d'entraînement de particules en suspension ou dissoutes. Et l'autre intérêt du vide par rapport au système classique, si vous en avez la connaissance, c'est que les systèmes classiques fonctionnent soit par surverse, soit par raclage. Et nous, en fait, on a une extraction de toute la matière, on va dire, séparée par aspiration par le vide. Donc, c'est-à-dire qu'on la force en continu à être extraite avec des performances qui sont plus intéressantes et sur lesquelles on peut aussi travailler sur la siccité, c'est-à-dire la contenance de cette matière en eau, pour la déshydrater au maximum et éviter en fait d'extraire de l'eau, mais d'extraire surtout vraiment de la matière graisseuse et solide. Et ensuite, le système en fait fonctionne avec un entraînement airlift, ce qui du coup lui permet de ne pas avoir de pompe hydraulique et d'être géré de manière, je dirais, physique. Et donc, on peut déporter tous les moteurs, c'est-à-dire la pompe à vide par exemple, ou les systèmes d'injection d'air, pour éviter, comme un compresseur, pour éviter d'avoir à
d'avoir en fait, de mettre en contact des effluents qui peuvent être potentiellement corrosifs ou oxydants avec les parties moteurs. Voilà, donc ça a plusieurs intérêts. Je veux bien la slide suivante. Voilà, donc en termes de performance, donc on parle de clarification à travers l'extraction de matière en suspension. Alors, la matière en suspension, on va dire, elle a une valeur massique, mais on peut aussi parler de dissous, donc de poids moléculaire. Donc, on enlève la MES, mais on enlève aussi la matière dissoute qui fait partie intégrante de la DCO. On peut aussi évidemment retirer les graisses qui sont hydrophobes, les huiles, les hydrocarbures, et on a des performances vraiment intéressantes sur la partie bactérienne et sur les virus sur lesquels on a travaillé déjà. Actuellement, on a une gamme qui permet de traiter certaines, et on va dire une certaine plage de débit. Actuellement, on va de 1 à 500 mètres cubeurs de traitement. Donc après, il faut voir, en fait, quand on parle de 500 mètres cubeurs, il y a une question de temps de résidence qui est dépendante de la charge de l'effluent. Donc, ce ne sera pas toujours jusqu'à 500 mètres cubeurs pour notre plus gros procédé, mais ensuite, on peut démultiplier en fait, le nombre de procédés. Et on essaye de rejeter vraiment d'avoir un débit de rejet très, très faible. Donc, 1%, c'est vraiment le maximum. On est plutôt à 0,1, 0,3% de rejet, tout en travaillant vraiment sur la cécité du rejet et en limitant la perte en eau. Au niveau de l'emprise au sol, on est sur un traitement vertical, donc c'est ce qui permet de limiter l'emprise au sol, mais qui du coup nous amène quelques contraintes parfois d'installation liées à la hauteur en fait, de fonctionnement. Bon, on va travailler sur des hauteurs pour qu'on ait un vide qui soit intéressant pour nous en termes de performance. Il nous faut quand même 3-4 mètres minimum. Et parfois, ça peut être une contrainte pour des sites. Mais bon, généralement, en industrie, ça se passe bien. On va avoir ces contraintes plutôt quand on travaille avec des aquariums publics ou en sous-sol ou des choses comme ça. Au niveau de la consommation énergétique, donc on travaille avec des très faibles consommations énergétiques liées au fait que nos moteurs sont des moteurs qui font circuler plutôt du gaz que du liquide. Et ça permet de consommer moins d'énergie. Une pompe à vide, ça consomme finalement très peu d'énergie. Voilà. Et donc, bon, généralement, quand on se compare à des technologies standards, on consomme beaucoup moins d'énergie. Ça dépend du débit traité. Plus on va traiter de débit, moins on va consommer d'énergie par rapport à une technologie standard. Je veux bien la station, s'il vous plaît. Voilà, bon, ça, c'est juste un aperçu des performances. Ce qui est intéressant, c'est que bon, ça, pour les flottateurs, c'est identique, mais quand on parle avec des personnes qui travaillent sur de la filtration en barrière, c'est vrai que souvent, on ne se rend pas compte des intérêts de la flottation qui travaille sur des plages extrêmement importantes d'extraction de matière, donc qui vont vraiment du dissous très fin, donc de la protéine jusqu'à de la fine particule, voire de la particule de taille moyenne. Il y a effectivement, on a une limite haute qui va être liée à la densité et la taille de la particule qui, si elle est trop grosse, ne va pas être entraînée par flottation. Je veux bien la slide suivante. Alors voilà, là je vais vous présenter une référence, notre référence, on va dire un peu phare de cette application pour nous, entre guillemets, récente, puisque ça fait que 3 ans qu'on s'est industrialisé dans le secteur agroalimentaire. Donc, il s'agit du site Mesontino du groupe Gozoki. Donc, c'est un site de production de plats cuisinés à base de tomates qui, sur le site, ils font à peu près 8000 tonnes de produits par an. Donc, c'est un site qui est de taille moyenne, je dirais. Ils en ont des plus gros sur lesquels on travaille. Ils fonctionnent évidemment H24, 7 jours sur 7. Donc, on a un besoin de fiabilité et voilà, du procédé. Pour nous, ça a été un gros travail, une grosse preuve of POC, enfin un gros POC, on va dire, pour montrer en fait l'intérêt de la techno dans ce secteur-là. On avait fait des essais avant pilote, évidemment, avant d'installer, mais qui ont montré les performances. Donc voilà. Donc, on remercie le groupe Gozoki de nous avoir fait confiance pour présenter, pour pouvoir avoir cette application nouvelle. Voilà, donc il s'agit d'un traitement de 100 mètres cubes jour, voilà, plus ou moins 4-5 mètres cubes heure. Et on est en mesure donc de traiter cet effluent en respectant les normes de rejet. Alors, on est sur un rejet qui va en station d'épuration, ce n'est pas un rejet dans le milieu naturel. Donc, on a des abattements qui sont sur des charges. On est bon, vous verrez après dans la slide suivante, je crois, mais disons 8000 entre 8 et 12 000 de DCO et qu'il faut abattre à moins de 2000.
Donc, de toute façon, nos performances sont généralement de l'ordre de 90-95% d'abattement sur ce type d'effluent. Et l'intérêt, c'est que les boues produites, en fait, ont une cécité qui est plus proche de 12-14% que de 8%, c'est-à-dire donc du 120-140 grammes par litre. Si vous voyez la photo, on est vraiment sur quelque chose qui va rouler, hein, c'est plus du liquide. C'est assez intéressant parce qu'elles ont un pouvoir méthanogène, ces boues en fait très graisseuses, qui est très, très intéressant, qui permet aux sites non plus de payer pour leurs boues, mais de se les faire presque racheter. Ils sont en train de négocier. Pour l'instant, en tout cas, ils ne payent plus le transport de ces boues vers le site de méthanisation. Voilà, je veux bien la slide suivante. Voilà, donc nous, on a pu travailler sur une emprise au sol un peu plus faible que ce qu'ils avaient auparavant avec le flottateur. On a mis 2 systèmes en série pour augmenter les performances, parce qu'on n'était pas forcément serein compte tenu de l'effluent qui parfois arrive de façon extrêmement chargée. Et donc, on a eu besoin effectivement d'ajouter des coagulants flocculants et aussi une neutralisation du pH à la soude, parce que l'effluent arrive à entre 4,5 et 5,5 en pH. Et voilà, donc vous voyez au niveau des performances, donc sur l'abattement de la MES, de la DCO, de la DBO, donc on a vraiment respecté le cahier des charges que nous avait fourni le client. On a dimensionné dans ce sens, évidemment. Et donc, on est très content que ça se passe bien. Voilà, je veux bien la slide suivante. Voilà, donc en termes d'énergie, on était moins 10 ans sur les coûts énergétiques, ce qui était un premier intérêt. Le deuxième intérêt, c'était de limiter vraiment les rejets, parce que l'eau perdue, en fait, c'est du transport en camion inutile. Ça n'a aucune valorisation derrière. Et donc, c'est vraiment pas d'intérêt. On essaie de limiter au maximum l'utilisation de coagulants flocculants en optimisant leur injection et leur utilisation. On a une maintenance qui est très faible sur le site, qui consiste surtout à de la surveillance et un peu de nettoyage de capteurs. Et voilà, une prise au sol faible. Donc pour le client, c'était vraiment intéressant au niveau du CAPEX-OPEX, de l'utilisation. Et au niveau on va dire de l'écologie, je ne sais pas si c'est le bon terme qui est écrit là, mais on va dire d'une manière générale, c'était intéressant pour eux d'avoir une solution innovante et peu énergivore. Je veux bien la slide suivante. Ah bah voilà, c'est fini. Je suis désolé parce que en fait, j'ai récupéré cette présentation un peu tardivement, donc je n'étais pas complètement prêt, donc je m'excuse pour avoir peut-être pas été très fluide. Voilà, donc vous avez sur la photo, vu qu'il me reste, je vois, 1 minute sur mon timer, vous avez en gros, si vous voulez, des systèmes. Là, vous avez plus des versions donc aquaculture qui vous parlent peut-être un peu moins sur des sites de purification de coquillages, sur des sites de circuits recirculés en aquaculture ou sur la production de microalgues. Enfin, voilà, on travaille sur diverses activités. On fait aussi de la biorémédiation de fumée industrielle en captant le CO2 et en le faisant, le biorémédiant par des microalgues. On a pas mal de domaines d'application, pas uniquement l'agroalimentaire, et on travaille aussi sur d'autres types d'effluents industriels qui sont comme les cosmétiques. Là, on est assez content parce qu'on vient de signer avec une grosse industrielle de la fromagerie. Voilà, donc on avance pas à pas, et voilà, et on est basé dans le sud à Montpellier. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions et si vous êtes intéressé par ce qu'on peut offrir ou proposer. Voilà, je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour votre présentation. On va passer à la présentation de Madame Loire pour Callio. Bonjour à tous. Donc, Pauline Loire, société Callio. Nous sommes, brièvement, je vous présente, on est un bureau d'études spécialisé en environnement, traitement des eaux industrielles. On travaille avec les industries depuis 20-25 ans. On fait partie d'un groupe environnemental qui aborde un peu tous les sujets, sujets réglementaires via les sociétés CALIES, et également pollution de l'air avec la société CALIER. On est basé à l'origine, on est basé dans le nord, du côté de Lille. On a également une antenne qui vient de s'ouvrir en Normandie, mais notre partenariat avec Calies, qui est positionné un peu partout en France, nous permet d'intervenir un petit peu dans toutes les régions.
Aujourd'hui, ce qui nous amène, c'est la thématique de la gestion de la ressource en eau dans la filière agroalimentaire. C'est un sujet qu'on aborde, qu'on a la chance d'aborder depuis déjà 3 ans, puisque la DREAL Hauts-de-France est assez précurseur de la thématique d'économie d'eau en France par rapport aux autres régions. C'est un fait, hein. On peut l'observer. Donc, nos clients nous ont assez vite sollicités pour effectuer des études réglementaires au sein de leur usine pour aborder cette thématique de l'économie d'eau. Donc, je veux bien qu'on passe à la slide suivante, s'il vous plaît. Donc, ce qui amène justement l'industriel à aborder ce thème de l'économie d'eau, ça va être, il y a plusieurs contextes. Le premier contexte, évidemment, le contexte réglementaire. Hein, donc, c'est la DREAL Hauts-de-France et maintenant les autres DREAL des autres régions qui émettent leurs arrêtés préfectoraux complémentaires. Les choses se sont un peu accélérées depuis la diffusion du plan eau en mars par le gouvernement. Il y a également une prise de conscience qui est faite des industriels, donc un contexte technique par rapport à leur évolution du process. Dans le cadre d'un renouvellement, on va être sensibilisé à cette économie d'eau, à cette consommation en eau dans les technologies qui seront privilégiées. Et il y a également le contexte économique, parce que l'eau coûte cher, notamment en termes de redevances qui sont reversées sur les rejets. Le gouvernement a également communiqué sur une augmentation des tarifs de l'eau. Donc, même si aujourd'hui, l'eau ne paraît pas très chère, il faut considérer que son prix va augmenter. Donc, tous ces leviers font qu'une industrie aujourd'hui, agroalimentaire ou autre, va se poser la question de ses économies en eau. Je veux bien passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Les usages de l'eau en industrie, généralement, c'est surtout dans l'industrie agroalimentaire. Ce qui va ressortir en premier, ce sont les nettoyages ou la régénération des installations. Ça, c'est comme les résines pour le traitement de l'eau quand il y a besoin d'adoucir ou passer sur osmoseur l'eau avant utilisation. Ça, ce sont des process qui sont très, très gourmands en eau. Il y a également un autre secteur qui ressort hein, des études qu'on a pu réaliser, c'est la production de chaleur ou la production de froid qui génère également beaucoup de consommation en eau. En agroalimentaire, on observe que l'eau, c'est la matière première pour beaucoup, secteur de boissons, secteur du lait. Enfin, il y a quand même cette matière première qui est très présente. Elle peut également être utilisée dans le transport des produits ou dans les besoins domestiques, hein, sanitaires, douche, restauration, etc. Donc, ce qu'on observe généralement en premier abord, c'est que des négligences de la gestion de l'eau au niveau de l'industrie, donc des robinets qui restent ouverts, des vannes qui restent ouvertes, ça traduit, enfin ça génère des surconsommations en eau, mais ça traduit aussi des problèmes de comportement qui, du coup, génèrent des surconsommations en eau. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, nous, Calio, on a établi une méthodologie pour réaliser les études de réduction des consommations d'eau chez nos clients industriels en se calant un petit peu sur les attentes de la DREAL. La méthodologie, elle est logique, hein, elle coule de source, entre guillemets, puisqu'on parle d'eau. C'est-à-dire qu'on va se baser sur, on va caractériser les ressources en eau du site, si c'est de l'eau de forage, de l'eau de ville, etc. Ensuite, on va caractériser les équipements d'alimentation, comment on répartit les ressources dans les ateliers, etc. Et on établit un bilan des consommations d'eau qui est quand même assez important. C'est-à-dire que c'est d'un secteur à l'autre, on va consommer autant d'eau et on va cibler de ce fait les secteurs les plus consommateurs en eau.
Ensuite, on va analyser le process et le bilan des rejets intermédiaires, s'il y en a, et des rejets totaux, pour étudier la possibilité de réutiliser de l'eau ou recycler de l'eau moyennant petit traitement ou traitement un peu plus lourd en fonction de la qualité attendue de l'eau, d'alimentation d'un secteur. Oui, description des procédés consommateurs en eau, ça reprend ça. Ensuite, on va également, parce que l'Adréal, généralement, quand elle demande de réaliser ce type d'études, elle demande également de faire un inventaire des actions qui ont déjà été mises en œuvre pour économiser l'eau depuis une certaine date de référence. Donc, nous, on va se charger de faire cet inventaire et de voir à quel niveau, du coup, d'atteinte de son objectif, l'industriel se situe. Et on fait une interprétation de tout ça. Et ensuite, lorsque l'objectif n'est pas atteint ou lorsque l'entreprise décide d'aller plus loin que son objectif, si elle a déjà atteint son objectif, on étudie les solutions d'optimisation de la consommation en eau ou de recyclage ou de réutilisation, par le biais de partenaires équipementiers qui vont également nous aider dans certaines solutions à privilégier. On fait une validation technique des solutions avant d'évaluer l'aspect financier, coût du CAPEX, coût de l'OPEX, les économies avec l'avantage, inconvénient. On évalue toujours l'intérêt de l'économie d'eau, notamment au niveau de l'impact sur les rejets, puisque on considère que quand on économise de l'eau à un niveau, ça va réduire ou concentrer les rejets en sortie usine. Donc, il ne faut pas oublier que le respect de la conformité des rejets est aussi à considérer dans ce type d'études. Voilà, et on établit un planning prévisionnel de mise en œuvre de ces actions, puisque l'Adréal demande une atteinte d'objectifs avec une date butoir, en fait. Donc, généralement, c'est moins 10% des économies de la consommation d'eau prélevée à échéance 2025. Je veux bien la slide suivante, s'il vous plaît. Donc, on a quelques retours d'expérience en brasserie. On a choisi cette thématique, même si aujourd'hui on travaille sur d'autres secteurs en agroalimentaire, mais les brasseries ont été les premières ciblées par l'Adréal, puisque des gros consommateurs en eau. Donc, les études qui ont été menées sur les brasseries, la détermination de l'objectif a été négociée avec l'Adréal, puisque l'Adréal, au départ, raisonne en termes de volume à économiser. Sauf qu'on s'aperçoit que la brasserie consomme de l'eau, un certain volume d'eau en fonction de sa production. Et la consommation d'eau est très liée à sa production. Donc, il suffit qu'un atelier soit créé en plus ou en moins, et à ce moment-là, on a des fortes variations de consommation en eau. Donc, du coup, sur ces thématiques d'études d'économie d'eau, on a plutôt voulu raisonner en termes de ratio, de volume d'eau consommée par volume de bière produit, et on a déterminé notre objectif d'économie d'eau par rapport à ce ratio. Donc, une baisse de 10% de ce ratio à échéance 2025. En l'occurrence, c'est toujours l'année qui est prise pour l'Adréal, même si, à mon avis, ça va commencer à glisser un petit peu plus loin. Je veux bien la slide suivante, s'il vous plaît. Donc, les deux cas qui sont ressortis, dont on a voulu parler aujourd'hui, c'est une première brasserie qui a une production équivalente à 1 800 000 hectolitres par an, et une autre brasserie un peu plus petite qui, elle, fait 150 000 hectolitres par an. Ces deux études-là ont eu des thématiques différentes, puisqu'il y en a une qui avait déjà un ratio très faible de consommation d'eau. Donc la première qui même si en 2022 elle avait augmenté un peu à 3,69,
La seconde, on voit que les efforts ont été plus réguliers pour atteindre en 2022 un ratio de 3,7 m3 consommés par mètre cube produit. Je veux bien la slide suivante, s'il vous plaît. Les pistes d'amélioration qui ont été proposées en concertation avec les brasseries. Tout d'abord, ça passe par une maîtrise de la consommation. Ça, c'est quelque chose de commun qui ressort à peu près dans toutes les études qu'on peut faire. C'est que la consommation en eau de l'entreprise, souvent, elle est suivie en entrée et en sortie, mais en intermédiaire, il n'y a pas de compteur, de sous-compteur tout au moins. Et la maîtrise de cette consommation par atelier ou par activité est très intéressante à suivre puisque elle va permettre de cibler les activités les plus consommatrices en eau et d'établir des indicateurs de suivi. Et en fonction des dérives de ces indicateurs, on va tout de suite déceler un problème sur tel ou tel secteur. Ça va être très ciblé, ça va être localisé, on ne va pas perdre de temps à chercher d'où vient la fuite, mais voilà. Donc ça, c'est vraiment une des premières préconisations que l'on fait, c'est la maîtrise de la consommation. On fait également, il faut également que le personnel soit sensibilisé. Aujourd'hui, le personnel souvent est sensibilisé chez lui, mais quand il vient au travail, il oublie tous ses bons gestes. Donc, du coup, il faut régulièrement sensibiliser le personnel, notamment quand il faut établir une veille réglementaire quelque part hein, pour dire, voilà, on est en période de tension hydrique, donc il faut faire attention. Et donc, quand on voit un robinet ouvert, on se demande pourquoi il est ouvert et si nécessaire. Donc, la bonne pratique, c'est de le fermer. Ensuite, un deuxième volet qui a été mis en évidence dans les études de brasserie, c'est l'optimisation des NEP, des nettoyages en place, ou CIP, ça dépend si on parle anglais ou français. C'est vrai que l'audit des NEP, les industries agroalimentaires sont généralement équipées de nettoyage en place. C'est quelque chose que l'on peut optimiser avec l'équipementier qui a installé ces NEP, en collaboration avec eux. Généralement, on trouve des solutions pour réduire les temps, optimiser les temps de rinçage ou les temps de lavage de certaines cuves, ce qui permet d'économiser un petit peu d'eau. Il y a également quelque chose qui se fait de plus en plus, c'est la réutilisation des dernières eaux de rinçage d'une cuve pour alimenter un premier lavage d'une cuve similaire qui aurait contenu le même type de produit. Ça, c'est quelque chose qu'on voit assez couramment maintenant. Il y a également la suppression des pousses à l'eau systématiques hein, qui est faite pour privilégier une pousse avec un petit peu de produit ou des pousses à l'eau bu. C'est des choses comme ça qui font partie également des MTD. Slide suivante, s'il vous plaît. Un autre volet qui permet d'avoir une réflexion sur les économies d'eau, c'est la gestion de l'eau chaude. En termes de brasserie, on utilise beaucoup d'eau chaude. Il y a de l'eau chaude qui est générée en excès. Sur une brasserie, on a pu réutiliser cette eau chaude pour réalimenter en fait un circuit de chauffe. Donc ça fait également du gain de calories. Donc c'est pas négligeable. Également les purges de chaudière hein, qu'on peut optimiser. Le contrôle du vide aussi, hein, gestion des pompes, les pompes à vide, c'est quelque chose les pompes à vide fonctionnent beaucoup avec de l'eau. Maintenant, on réfléchit à les faire fonctionner en circuit fermé pour réutiliser de l'eau, mais en circuit fermé, ou alors quand il y a des programmes de renouvellement, les remplacer par des technologies sèches. Également, l'optimisation de la production, ça c'est quelque chose qui peut être fait facilement, hein, allongement des périodes de conditionnement ou optimisation des plannings. Slide suivante, s'il vous plaît.
Les autres pistes qui peuvent être étudiées sont la récupération des eaux de déconcentration des tours aéro-réfrigérantes. Ça, c'est quelque chose qui est maintenant possible. Les eaux de rinçage des tours CO2 qui peuvent être réutilisées. La réutilisation des eaux usées traitées ou la récupération et réutilisation des eaux pluviales. Tout ceci évolue en termes réglementaires puisqu'on a un décret qui a été mis en consultation au mois de mars dernier. Aujourd'hui, les demandes de réutilisation d'eau usée traitée sont facilitées en termes de délai de réponse de l'ARS, mais le dossier reste lourd quand même à constituer, mais bon, on a bon espoir sur l'évolution de la réglementation. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, en quelques chiffres, en termes de gains d'économie d'eau, sur de la récupération de condensat de vapeur, on a pu économiser l'équivalent de 28 600 m3 par an. Sur l'optimisation technique, déconcentrer les eaux de tours aéro-réfrigérées, on a pu économiser 4 800 m3 par an sans investissement. Sur de l'optimisation de process de lavage, baisse de 13% des consommations en eau. Sans investissement non plus particulier, puisque c'est des modifications de temps de lavage. Sur une démarche d'amélioration continue par optimisation des process et sensibilisation du personnel, baisse de 28% des consommations. Mise en place de télérelève sur les compteurs d'eau, on a jusqu'à moins 65 000 m3 par an, ça peut très vite monter. Recyclage des eaux de stations d'épuration pour effectuer des lavages, puisque ça c'est autorisé, moins 25 000 m3 par an. Diminution des fréquences de lavage, sensibilisation du personnel, 25% d'économie. Ajustement de l'ouverture des vannes, ça c'est parce que c'est des trucs, quelquefois ce sont des vannes manuelles qui sont automatisées. On a pu économiser 4 500 m3 par an. Slide suivante, je crois que c'est la dernière, voilà. Ce sont quelques références chez qui on a réalisé des analyses d'économie d'eau. Donc, il y a de l'agroalimentaire, il y a également, il y a un petit peu tous les domaines d'activité, du pharmaceutique, même si l'agroalimentaire est vraiment, il y a eu un focus en premier lieu sur ces usines-là, puisque traditionnellement, l'industrie agroalimentaire est grosse consommatrice d'eau, puisqu'on est encore sur cette mentalité d'il y a quelques dizaines d'années, plus je lave, plus c'est propre, plus j'utilise d'eau, plus ça va être propre, mais bon, progressivement, ça évolue et on arrive à faire changer un peu les mentalités au sein des process. Voilà, merci de votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation. On va passer à l'Office international de l'eau pour un retour d'expérience sur le projet et je laisse la parole à Monsieur Louchard. Bonjour à tous. Tout d'abord, merci pour cette invitation et avoir le plaisir d'échanger et de partager un retour d'expérience donc qui est le projet Zeus pour Zero Liquid Discharge Water Reuse. C'est un projet financé dans le cadre du LIFE, projet européen, avec des cofinancements par 3 des 6 agences de l'eau. Alors, ce projet, il vise le zéro rejet liquide en industrie agroalimentaire. C'est un objectif ambitieux et si effectivement on atteint cet objectif, ça serait une première en Europe, ce qui n'est pas le cas d'ailleurs au niveau mondial, puisqu'il y a déjà, et depuis de nombreuses années, du zéro rejet liquide en industrie agroalimentaire en dehors de l'Europe. Vous avez des cas d'entreprises françaises, notamment en Inde. Alors, ce projet, comme beaucoup de projets européens, c'est des partenariats. Et le partenariat se fait donc avec l'Office international de l'eau que je représente en tant que formateur en traitement et valorisation des eaux industrielles, avec 3 autres partenaires qui sont l'INSA de Toulouse, notamment avec le CRIT, qui est le centre de transfert de technologie, Monin, bien sûr, qui est l'entreprise sur laquelle est le projet,
et l'équipementier, bureau d'ingénierie, Chemdoc Water Technology. Alors, si on passe à la diapo suivante, ce qu'il faut savoir, c'est que, et j'arrive après Pauline Loire, donc ça tombe plutôt bien, c'est qu'avant d'envisager un projet de recyclage, de réutilisation, on parle souvent des 3 R, c'est-à-dire réduire, recycler, réutiliser. Donc la genèse, c'est déjà que Monin, depuis plusieurs années, travaille sur la réduction des prélèvements en eau et de ses consommations. Alors, il y a plusieurs raisons. Il y a une raison, c'est que on voit que le water stress augmente, que tous les indicateurs, malheureusement, sont pas du tout positifs. Et sur ce site, il y a l'engagement fort de cet industriel dans une zone de répartition des eaux. C'est-à-dire que Monin, site de Bourges, est situé géographiquement dans une zone où, ponctuellement, il y a des risques de réduction des prélèvements d'eau de par une possibilité de conflit d'usage en cas de demande supérieure aux disponibilités d'eau douce. Monin a réfléchi à aller plus loin après cette étape de réduction qui lui a permis de réduire considérablement ses prélèvements. Et on le voit bien avec ce qu'on appelle les KPI, c'est-à-dire le nombre de mètres cubes d'eau prélevés par rapport aux tonnes de produits finis. Donc, ils ont réduit considérablement, mais la réflexion était d'aller plus loin et de voir s'il était possible de recycler ou de réutiliser les autres process. Pour cela, Monin a réalisé en a demandé des formations. Donc, l'Office international de l'eau, l'aventure a démarré par des formations, puis par une demande d'études sur les faisabilités réglementaires, qui a été rappelée d'ailleurs par Pauline, qui sont pas évidentes, et les panoramas de possibilités techniques. Donc, en 2019, il y a eu une étude de notre association qui a été couplée par une étude approfondie de l'INSA, puisqu'il s'est avéré que pour recycler et réutiliser, il faut passer par des techniques membranaires. Alors, techniques membranaires, on les connaît, mais quel est le facteur de concentration? Est-ce qu'on est sûr que ça va retenir la DCO, les potentiels micro-organismes, etc. Donc l'INSA a fait une étude laboratoire. Et Chemdoc, équipementier, l'échelle au-dessus, c'est-à-dire un mode pilote, puis un démonstrateur à l'échelle 1 sur 1. Et si on reclique une fois, on aura le logo Zeus qui arrive, puisqu'en fait, on a déposé, merci, en 2021, un projet ambitieux qui vise ce zéro rejet. Et l'aventure, avec ses 4 partenaires, est partie en 2021 pour une durée de 4 ans. Donc, nous sommes à mi-parcours. Donc, cette présentation se veut aussi à mi-parcours. Donc, il y aura d'autres informations à venir. Alors, l'objectif, on le voit sur le schéma, enfin, pardon, pas l'objectif, sur le schéma en bas à gauche, c'est la situation avant Life Zeus. Donc, l'eau potable prélevée et adoucie, puisque l'eau potable n'a pas les caractéristiques nécessaires pour être une eau de process, et l'eau adoucie va rentrer dans des bouteilles de sirop. Donc, Monin fait du sirop avec énormément de saveurs et de goûts différents. Ce qui veut dire qu'entre chaque saveur, vous avez les fameux nettoyages en place, qui est le poste numéro 1 de consommation d'eau sur cette usine. Qu'est-ce qui sort? Les adoucisseurs, vous avez des saumures, vous avez évidemment du sirop, et vous avez un effluent qui est composé à 99% d'eau, un petit peu de sucre et quelques minéraux résiduels. Le sirop est vendu, bien évidemment, et le reste est envoyé en station d'épuration collective, la station d'épuration de Bourges. Le projet, c'est d'une part de régénérer les sels de l'adoucisseur pour avoir une eau adoucie avec une conductivité extrêmement faible. Et cette conductivité très faible, au niveau des nettoyages en place, ça va permettre
Ensuite, sur le schéma en bas à droite, un recyclage, c'est-à-dire qu'on va séparer l'eau du sucre et des quelques minéraux, et l'eau recyclée, purifiée, elle va être rebouclée pour les besoins process de l'usine. Et le concentré sucré, lui, va être valorisé en méthanisation. Alors, ce que vous pouvez quand même voir, c'est que c'est déjà assez atypique, puisque souvent, quand vous avez des industriels qui réfléchissent à ou qui s'engagent dans un projet de reuse, ils ont déjà leur station d'épuration biologique aérobie. Là, il n'y a pas de station d'épuration biologique. On est vraiment sur, il y a de l'eau, il y a du sucre, on sépare, concentré sucré d'un côté, eau purifiée de l'autre. Cette eau recyclée fait partie d'un batch. Enfin, c'est par batch, c'est-à-dire qu'elle est purifiée, elle est contenue dans un batch, et c'est uniquement après analyse qu'elle sera envoyée dans l'usine. C'est vraiment la logique HACCP renforcée pour finalement zéro rejet, mais zéro risque. Alors attention, hein, zéro rejet, ça veut dire zéro rejet à l'égout. Mais rien ne disparaît. Vous avez toujours de l'eau qui doit être recyclée et un concentré sucré qui, lui, sera valorisé en méthanisation territoriale. Et là, on est assez chanceux puisque la méthanisation territoriale se trouve à quelques kilomètres. Donc, ce projet devient finalement un projet d'écologie industrielle territoriale. Si vous n'aviez pas le méthaniseur à proximité, le projet a un sens très différent puisque vous avez finalement concentré du sucre, concentré finalement de la DCO, mais s'il n'y a pas d'exutoire, le projet est clairement bancal. Donc là, on a les voyants au vert. Si on va sur la diapo suivante, on a fait, via notamment l'INSA, une pré-étude avant de déposer le projet européen, parce qu'on souhaitait vraiment tendre vers le zéro rejet liquide, mais pas au détriment de réactifs chimiques ou d'énergie. La première chose qu'on va penser, membrane, max d'énergie, ça ne sera pas jouable. Sauf que quand on regarde le scénario à date et le scénario futur, on fait évidemment une réduction de prélèvement d'eau, c'est-à-dire que le site va prélever près de 70% de moins en eau, donc il sera plus résilient en cas de sécheresse. Mais il y a aussi une diminution de l'énergie qui s'explique par une eau usée qui n'ira plus à la station d'épuration, puisqu'il faut de l'énergie, et pour la file eau et pour la file boue. Et ce concentré sucré va générer de l'énergie au niveau de la méthanisation territoriale de par sa DCO élevée. Et donc, même si on utilise des techniques membranaires qui ont besoin de kilowattheures, les premières indications montrent que c'est un projet qui devrait prouver que l'économie d'eau peut être couplée aussi à une économie en termes d'énergie de kilowattheures et de réactifs chimiques. Voilà. Alors, sur la diapo suivante, là, je me permets d'insister largement. On est en industrie agroalimentaire. Il faut zéro rejet, mais avant tout zéro risque. C'est pour ça que depuis le départ, je dis on va tendre vers le zéro rejet. C'est l'objectif d'être zéro rejet, mais pas au détriment du moindre risque. Donc, le risque, c'est une étude HACCP, qui est vraiment une étude dédiée, hein, qui existe depuis les années 1960 et qui était d'ailleurs, la genèse, c'était pour la NASA. On ne prend pas l'usage de l'eau recyclée en tant qu'eau ingrédient. On va vraiment l'utiliser pour le nettoyage en place. D'ailleurs, on conservera le rinçage final avec de l'eau process issue eau potable. Il n'y a pas d'innovation dans le sens où on est sur des technologies membranaires. Là, c'est quelque chose de robuste. On part sur quelque chose d'assez costaud. Process en batch, on enverra de l'eau sur les nettoyages en place, si et seulement si les analyses par batch ont montré que l'eau est effectivement exemple de micro-organismes et une qualité physico-chimique nécessaire
requises. Le double réseau obligatoire pour pouvoir bypasser en cas malheureusement de soucis. Et on s'est très inspiré en fait du Best Available Technology. Alors pour la petite histoire tout de même, sachez que les industries agroalimentaires d'envergure qui sont classées IED devraient obligatoirement réaliser une étude de reuse et faire du reuse. C'est la réglementation européenne. À l'instant T, en France, on déroge à cette réglementation IED depuis le mois de juin 2023. Donc, on a bien hâte d'avoir des éclaircissements sur la réglementation à venir. Sur la diapo suivante, alors, ça, c'est vraiment l'objectif de ce projet. On a fait un prototype, des essais laboratoires, des essais sur site, un monitoring qui est extrêmement avancé et détaillé poste à poste, les impacts environnementaux avec une analyse de cycle de vie, on en a parlé préalablement. Et l'objectif, c'est de dupliquer et de promouvoir. C'est-à-dire que, comme la grilla, nous allons mettre à disposition de tout à chacun les résultats de ce projet avec les problèmes que l'on a eus, les solutions qu'on a trouvées, pour finalement dupliquer. L'objectif n'est pas de faire une réussite seule dans son coin, mais c'est vraiment de porter une meilleure gestion de l'eau au niveau de l'industrie agroalimentaire. Aujourd'hui, vous avez un site internet et pour terminer cette présentation, vous avez les 2 diapos suivantes, puisque je vous ai dit qu'on était arrivé à mi-parcours. Donc, vous avez en haut à gauche ce que l'on avait imaginé, la réalisation de cette année, c'est-à-dire que les cuves de stockage, les batchs sont là. Le bâtiment a été entièrement construit, dédié pour. On est sur un démonstrateur à l'échelle 1/1, c'est-à-dire qu'à la fin, le démonstrateur restera en ayant, je l'espère, fait toutes ses preuves. Démonstrateur que vous avez en intégralité sur la vue à droite. Et sur la dernière diapo que je souhaitais vous présenter, c'est qu'aujourd'hui, là, en ce moment, vous avez le bâtiment qui est en train, petit à petit, d'être équipé. Donc là, vous avez un module. Le module que vous voyez là, c'est pour la régénération des saumures, ce qu'on avait vu, puisque vous avez la régénération des saumures et là, le recyclage des eaux. Ce sont deux pilotes démonstrateurs. Et on est sur de l'équipement suréquipé. Et vous avez sur l'image là à droite une partie du matériel qui arrive. Alors, ce n'est pas anodin parce que vous avez finalement une entreprise qui est spécialiste de sirop et qui est en train de se spécialiser en plus sur de l'eau dont la qualité se réfère aux usages et qui nécessite des compétences d'analyse microbiologique et physico-chimique. Donc voilà sur ce projet à mi-parcours et on devrait avoir le plaisir de revenir dans quelques mois et surtout dans 2 ans avec l'intégralité des résultats. Voilà, je vous remercie au nom des 4 partenaires et des financeurs. Merci beaucoup, Monsieur Louchat. On va écouter Monsieur Michael Tourneau pour BWT. Bonjour à tous. Effectivement, j'enchaîne en reprenant on va reprendre du coup des propos, en tout cas dans la stratégie et la méthodologie qui ont déjà été évoqués. Peut-être avant de démarrer juste rapidement sur BWT. Donc, nous sommes une société spécialisée dans le traitement des eaux, un accompagnement sur l'ensemble du cycle de l'eau des industriels. En travaillant aujourd'hui principalement sur les notions de sécurité sanitaire, efficacité hydrique et réduction de l'impact environnemental, donc des sujets d'actualité. Et pour rentrer du coup dans le vif du sujet, slide suivant s'il vous plaît. Donc l'OIO parlait de 3 R. Nous, on les a décomposés à ce jour en 4. Le premier qui est réduire et qui a été présenté pour le coup par le bureau d'études Callio, c'est-à-dire toute l'étude amont que vous pouvez faire au sein même de votre entreprise
cette caractérisation, on va dire, qualitative et quantitative de l'eau. Et on va ensuite attaquer les trois différents qui sont le réutiliser. Donc là, on est plutôt sur enfin pareil, ça a été évoqué précédemment, mais c'est du recyclage d'eau de lavage, par exemple, ou de dernier rinçage, pardon, et sans traitement. C'est ça qui est important sur les réutiliser. Ensuite, le troisième niveau, c'est le recycler. On va le détailler un peu plus pour le coup. On est au sein de l'usine, on va parler de boucle courte. Et enfin, le dernier niveau, réut, pour la réutilisation des eaux usées traitées. Donc là, on va travailler plus spécifiquement sur les eaux sorties de stations d'épuration. Et on va parler du coup de boucle longue. Vous pouvez avancer du coup, s'il vous plaît. Donc là, il y avait des animations là potentiellement sur le slide et on va aller au slide suivant qui présente la sous-partie réduire. Et le slide, effectivement, celui-ci présente quelques retours d'expérience application sur cette notion de réduire. Donc vous pouvez également cliquer, il y a voilà, 2 animations, merci. Donc quand on parle de réduction au niveau des équipements, en tant que traiteur d'eau, qu'est-ce qu'on peut vous apporter ? C'est ce qui a été évoqué précédemment avec le recyclage des saumures. C'est une approche. Il y en a d'autres, c'est tout simplement dès la conception, en fait, travailler sur des systèmes, on va dire, peu économes en eau et en sel. Donc ça, c'est possible au niveau de l'adoucissement, sans rentrer dans le détail en fonction de la technologie. C'est possible également au niveau des techniques membranaires. Ça n'a pas été évoqué par Loyau, mais j'imagine qu'il travaille dessus et c'est obligatoire aujourd'hui. C'est sur le rendement des techniques membranaires. Donc, on ne va plus travailler aujourd'hui sur du 75% de rendement, mais plutôt aller chercher du 80, voire du 90 quand c'est possible. Donc, c'est cette notion-là qu'on voulait mettre en évidence. Le comportemental, je ne reviens pas dessus parce qu'il a été largement présenté tout à l'heure sur les actions que les opérateurs peuvent mener au sein même d'une usine pour participer à cette efficacité hydrique. Et enfin, le fonctionnel, c'est dans le fonctionnement même d'une install, c'est-à-dire un bon dimensionnement pour favoriser un fonctionnement continu plutôt que discontinu. Favoriser également le développement des capteurs et de la data pour optimiser des séquences de rinçage, de nettoyage, parce que c'est valable également pour les systèmes de traitement d'eau. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc, le deuxième volet, boucle courte sans traitement. Vous pouvez passer à la slide suivante. Qu'est-ce qui est possible de faire en fait aujourd'hui sur les équipements de traitement d'eau? Donc, si on prend l'exemple de la filtration de sable et également sur les adoucisseurs, on peut optimiser en fait les cycles de rinçage. Un filtre à sable, c'est par exemple, vous récupérez 20% sur le volume d'eau de rinçage. En fonction d'une lecture de turbidité. Sur des adoucisseurs, ça va être de la lecture de conductivité. Donc, c'est des choses assez simples et performantes pour faire des économies d'eau. Le deuxième, c'est l'instrumentation en ligne. En fonction des filières agroalimentaires, vous avez plus ou moins d'instruments qui est positionné sur les lignes de traitement d'eau. Je pense notamment à la boisson, pour le coup, qui ont un niveau qualitatif, on va dire, supérieur quand même aux autres filières. Donc là, il y a beaucoup d'instrumentation en ligne. Il y a capacité à récupérer par analyseur entre 15 et 60 litres. C'est des petits volumes, mais c'est très simple à faire. Et enfin, l'échange d'ions avec des résines, notamment la décarbonatation, c'est effectivement des systèmes consommateurs d'eau, on va dire, mais sur lesquels on peut travailler et faire des économies en eau en recyclant les eaux de régénération, par exemple, sur une partie. On peut diviser par 2. Voilà, pareil, je donne des ordres de grandeur sans forcément rentrer dans le détail aujourd'hui. Slide suivante, s'il vous plaît. Donc, on arrive au troisième R qui est recyclé. Comme je vous le disais, c'est plutôt cette notion de boucle courte avec traitement et en amont step. Donc, ça va, si on doit se donner des exemples, c'est principalement les industries qui ont des condensats, industrie sucrière, industrie laitière. Et effectivement, avec le slide suivant, on a essayé de représenter au travers de cette rosace un petit peu comment étaient positionnées les technologies pour permettre ce recyclage. Donc, on est plutôt sur des solutions dites chimiques avec un faible investissement équipement. Donc, on le voit en termes de la part matérielle, mais forcément au niveau du CAPEX. Et au niveau de l'OPEX aussi, on est sur des choses qui sont avec un ROI assez rapide. Donc, je vous parlais effectivement de condensat, soit en industrie sucrière, soit en industrie laitière. L'idée, c'est d'aller mettre en place des solutions innovantes et alternatives, on va dire, à la chimie classique pour valoriser ces eaux. Et vous pouvez passer à la slide suivante, s'il vous plaît.
Pour valoriser ces eaux, donc ces fameuses évaporas, où on parlait précédemment, enfin historiquement d'eau de vache, maintenant on parle de CML, les eaux de concentration de matière laitière en industrie, en filière laitière, pardon. Donc les technologies qui peuvent être mises en place, là vous avez les dénominations BVT, et en 2 mots je vais vous les présenter. La gamme EcoEmix, en fait, c'est de la génération de solutions désinfectantes sur site à l'aide d'un générateur. Par électrolyse de sel. Du sel, de l'énergie, de l'eau, on arrive à fabriquer une solution désinfectante sur site, comparable à la Javel, mais avec un pouvoir désinfectant supérieur pour le coup, et qui va nous permettre de traiter ces eaux chargées pour aller les valoriser en tour aéro, par exemple. La solution éco-UV, c'est tout simplement le couple UV-Perox. Même principe, valorisation d'eau dite chargée en matière organique. Pour les envoyer, par exemple, en tour aéro-réfrigérante. C'est ce que vous avez sur la photo de droite, où les lampes, pour le coup, sont en bas de bassin. Alors, sur la slide suivante, c'est un retour d'expérience spécifique en coopérative laitière, en fait, qui a travaillé justement sur la valorisation de ces eaux de vache, hein, comme on vient de le citer. Là, pour le coup, c'est des évaporateurs à lait. On n'est pas sur la technomembranaire, on récupère des évaporats chargés en matière organique, et l'idée, comme je l'ai expliqué, en fait, c'est d'envoyer ça en tour aéro, en substitution de l'eau de ville. Donc ça a permis au client, en fait, d'abaisser un peu sa tension hydrique par rapport à sa consommation d'eau de ville. Et la valorisation de cette eau a été possible en tour parce qu'on a utilisé des technologies adaptées, pas uniquement de la chimie, mais un couple UV et Perox, pour le coup. Avec des bénéfices clients qui ont été assez significatifs, et vous le verrez si vous continuez à animer la diapo. Donc on parle effectivement de 3000 m3 d'eau, hein, qui ont été économisés ou substitués à l'eau de ville, donc c'est quand même assez conséquent uniquement pour une tour aéro. C'est moins de produits chimiques, parce que là on n'en utilise plus qu'un, hein, le peroxyde, alors que sur ce site au préalable ils étaient à 2 voire 3 produits. Bien entendu, un respect de la réglementation et des KPI, hein, sur la qualité d'eau à maintenir en tour aéro, notamment sur la flore interférente, et également une réduction de la fréquence de nettoyage parce qu'on allait plus loin dans la désinfection, donc moins d'encrassement, donc moins de nettoyage, donc moins d'arrêt. Donc que des bénéfices, je dirais, pour l'industriel. Donc ça, c'est une technologie assez récente, mais qui se déploie pour le coup de manière assez rapide, parce qu'il y a un autre intérêt de travailler avec le couple UV peroxyde, c'est que vous n'avez plus de sous-produits au rejet. Donc on n'a plus les mêmes contraintes sur les rejets au niveau des tours par rapport aux solutions précédentes qui étaient plutôt à base chlore ou brome, et du coup on générait des AOX. Slide suivante, s'il vous plaît. On arrive effectivement sur le dernier niveau. Alors, je laisse dire assez rapidement, hein, on parle de méthodologie dans ces 4 R, l'idée étant de les respecter en termes d'étapes, parce qu'on va aller du plus simple au plus compliqué en termes de technologie. Et le slide suivant comment dirais-je, le caractérise, parce que vous le voyez, là, on va être plutôt sur des solutions équipements un peu plus importantes. On va effectivement aller sur la technique membranaire, donc du coup, le CAPEX est plus conséquent et un coût opératoire associé qui peut monter par rapport à ce qu'on a vu précédemment. Mais ça va être des technologies nécessaires pour répondre à des qualités d'eau attendues, en sachant que le décret demain sur la réutilisation des eaux en agroalimentaire nous permettra de faire du contact alimentaire, donc on va aller vers des solutions membranaires. Et aussi pour traiter des eaux plus chargées, hein, parce qu'on va être généralement sorti de STEP, il y a de la matière organique, mais également des sels. Ce qui va être intéressant aussi sur cette typologie d'eau sortie de STEP, c'est de passer par un essai pilote. C'est ce qu'on a voulu illustrer avec le slide suivant. La nécessité en fait de passer par un essai pilote à taille réelle, en passant sur de l'UF, puis de l'osmose par exemple, pour valider la performance du système, que ce soit sur la qualité d'eau produite, que ce soit sur la fréquence des nettoyages, et vous validez ainsi un CAPEX et un OPEX en fonction de la typologie d'eau à traiter. Donc on commence à avoir pour le coup un certain nombre de retours d'expérience significatifs dans différentes filières agroalimentaires. Donc on se crée notre propre base de données, voilà, entre les données d'entrée, sortie STEP et la qualité d'eau à atteindre en fonction des applications. Et je le redis en espérant que ça s'ouvre demain avec les futurs décrets. Un exemple justement sur le slide suivant, on est dans l'industrie de la conserverie.
légumes. Et en fait, on est bien sur des eaux sorties STEP. Et après la mise en place d'un premier étage de microfiltration, ultrafiltration, on est venu mettre en place une technique membranaire d'osmose pour enlever les chlorures dans l'eau, qui sont des éléments dissous qui peuvent être cause de corrosion. Vous le savez, dans l'industrie agroalimentaire, les chlorures, on est hyper vigilant par rapport à ce paramètre. Donc, cette osmose a permis de policher, on va dire, l'eau sortie de EMF pour avoir des niveaux de chlorure acceptables en vue de sa réutilisation au niveau du process. Donc, vous avez quelques chiffres au niveau des résultats sur ce retour d'expérience. C'est à peu près 50 000 m3 d'eau recyclés la première année. Donc pareil, c'est assez significatif avec un osmoseur 15 m3 au départ de dimensionner. Comme je vous le disais, un traitement d'eau adapté pour assurer la pérennité de l'osmoseur. Donc là, c'est plutôt, c'est le fait qu'on arrive à des concentrations à 2-3 grammes par litre en chlorure en entrée. On a des conceptions de l'osmoseur adaptées pour éviter que lui aussi ne se corrode trop vite. Optimisation de la ressource en eau. Et chose importante, que ce soit des études, que ce soit un essai pilote ou que ce soit une version industrielle, l'agence de l'eau peut vous accompagner au travers de subventions. Donc, il faut l'avoir en tête, c'est intéressant pour mener à bien vos projets reuse. Et j'en arrive à la conclusion. Ce qui est important, première étape, c'est connaître la qualité de votre eau. Donc, il faut passer par cette étape de mesure et de cartographie de l'eau. C'est ce qui a été rappelé par mes collègues précédemment. De suivre la stratégie, je dirais 3R ou 4R, mais dans l'ordre, c'est hyper important d'avoir cette méthodologie parce qu'on va aller de l'eau la plus facile à la plus chargée. Et ce qui va se passer aussi, c'est que si on modifie la qualité d'eau dans l'usine, forcément, ça va impacter sa qualité d'eau sortie de STEP. Donc, on termine par cette étape. Sensibiliser les équipes et manager la performance. Donc, on a tous un rôle effectivement à jouer par des petites actions ou grandes. Je pense qu'on l'a vu aussi au travers de des actions proposées aujourd'hui. Les aides de l'agence de l'eau, je viens d'en parler. Et cette notion de circularité externe plus qu'interne, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez par exemple produire une qualité d'eau conforme sortie de STEP qui peut être utilisée par un site voisin. Donc, il faut avoir une vision globale en fait de la réutilisation de l'eau aujourd'hui pour ouvrir un petit peu le champ des potentiels. Et j'en ai terminé pour ma part. Merci beaucoup, Monsieur Tourneau. Donc, ça conclut ça conclut notre webinaire d'aujourd'hui. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des questions pour les intervenants. Je remercie notre partenaire, donc l'Agence de l'eau, et tous nos adhérents, toutes les personnes qui ont présenté aujourd'hui des présentations de qualité. Voilà. Je vous souhaite une très bonne après-midi. Et puis, voilà. Bonne journée. Merci, au plaisir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Bonne revoir. journée.